Comprenons bien que pendant les quelques jours où il pourrait encore parler ou écrire, le destin de la résistance est suspendu au courage de cet homme. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. Avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de nuit et brouillard, enfin tombés... André Malraux, à son tour, entrera au Panthéon en 1996 au terme d'une vie où il a incarné tant de personnages. Écolier autodidacte, à Bondy, en Seine-Saint-Denis, où il a passé son enfance au début du XXe siècle, il en effacera délibérément le souvenir, quoi qu'il garde de cette époque un goût marqué pour les copains. Il leur sera fidèle très longtemps. Bibliophile éclairé, amateur d'estampes érotiques, aventurier qui ne ménage pas son intense pouvoir de séduction, voleur de statues prélevées dans les murs d'un temple cambodgien dans les années 1920, hypothétique découvreur du palais de la reine de Saba, romancier figure de proue de la lutte antifasciste aux côtés d'André Gide, compagnon de route du Parti communiste au moment du Front populaire, clairement engagé dans le camp de la révolution qui vise à l'émancipation du prolétariat. Colonel autoproclamé à la tête d'une brigade d'aviateurs pendant la guerre d'Espagne, où il parvient à réaliser l'osmose entre la littérature et l'engagement politique, entre l'artiste et l'homme d'action. Une ardeur révolutionnaire qui figure déjà en germe dans La condition humaine, prix Goncourt 1933, grâce auquel il se projette parmi les écrivains qui vont compter dans le XXe siècle. J'ai essayé d'exprimer la seule chose qui me tienne à cœur et de montrer quelques images de la grandeur humaine. Ces images, les ayant rencontrées dans ma vie, dans les rangs des communistes chinois, écrasés, assassinés, jetés vivants dans les chaudières et détruits de toute façon, c'est pour ces morts que j'écris. Pourquoi l'écrivain, prix Goncourt à 30 ans, est-il attiré par l'engagement politique? Que va-t-il gagner ou au contraire que va-t-il perdre en défendant telle ou telle cause? Au prix de quelles ambiguïtés, face à quelle trahison, grâce à quel paradoxe? À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tout se passe comme s'il changeait brutalement de camp. Pendant la Résistance, j'ai épousé la France. Autrefois, j'avais, dans une certaine mesure, eu un lien extrêmement profond avec, disons, le prolétariat, et j'ai eu pendant la guerre le sentiment qu'on ne pourrait rien faire qui ne passe par la France. En conséquence, je me suis trouvé gaulliste. Il y a eu cet homme qui était une voix, et pas autre chose. Je pensais que nous avons su que le général de Gaulle était grand en 1944. Donc il n'y avait absolument pas de visage. C'est un premier phénomène auquel il faudra attacher une très grande importance. Une voix qui est la voix de la France répète inépuisablement la même chose et cette voix n'a pas de visage. La rencontre entre Charles de Gaulle et André Malraux tient du coup de foudre. La légende veut qu'aucun des deux hommes n'ait fait le premier pas. À l'issue de ce rendez-vous arrangé par l'entourage du général, pour la première fois de sa vie, Malraux accepte de se ranger derrière quelqu'un. Le voilà ministre de l'Information au sein du gouvernement tripartite de novembre 1945 à janvier 1946. 60 jours au pouvoir, avant que le général ne démissionne en désaccord avec l'Assemblée constituante sur la conception de l'État et le rôle des partis. Il trouvera refuge au pavillon des chasses présidentielles de Marly-le-Roi. Durant la traversée du désert longue d'une quinzaine d'années, Charles de Gaulle et André Malraux continuent de cheminer main dans la main. Le général, que les écrivains ne laissent pas insensible, a mis la main sur le sien. L'écrivain, lui, a trouvé son grand homme et il va l'aider à sculpter sa statue au sein du Rassemblement pour la France, mouvement gaulliste dont il devient le premier des propagandistes. C'est un couple fusionnel.
Malraux s'identifie à De Gaulle, qui lui-même se confond avec la France. Florence Malraux, fille de Malraux, m'a dit mon père n'était pas amoureux d'une telle ou telle femme, jamais vraiment, mais il était amoureux de De Gaulle. Ça, elle le sentait, oui. Mais c'est deux hommes, grands ou petits, comme on voudra, qui se sont vus l'un l'autre et qui se sont exploités admirablement. En juin 1958, René Coty, le dernier président de la 4e République à bout de souffle, fait appel au général de Gaulle pour former un nouveau gouvernement et tenter de trouver une solution à la guerre d'Algérie. Le retour sur le devant de la scène du plus illustre des Français ne fait pas que des heureux parmi ses compatriotes. André Malraux, lui, rêve d'un grand ministère qui coifferait l'Algérie. De Gaulle lui confie l'information. Quelques jours à peine après sa nomination, rattrapé par sa jeunesse anticolonialiste, il commet une retentissante bourde politique lors d'une conférence de presse en juillet 1958. À la question « Si vous étiez un jeune musulman, seriez-vous un partisan du FLN ?» il laisse échapper « Si j'étais un jeune musulman, je combattrais peut-être avec les Félagas », tout en renouvelant son admiration pour le général. Pour l'entourage de De Gaulle, il devient urgent de se débarrasser de l'incontrôlable écrivain. Il faut lui trouver un poste où il ne pourra plus faire de gaffe. Il sera chargé du rayonnement culturel de la France. Afin de débloquer les institutions de la 4e République et de tailler un pouvoir sur mesure pour le général, un projet de nouvelle constitution va être soumis à référendum. André Malraux se lance à corps perdu dans la bataille. Il ne ménage pas ses coups, il aime la bagarre. C'est un vrai chef de bande et ses discours relèvent du sport de combat. Le peuple de Paris est là, une fois de plus français, au rendez-vous de la République et au rendez-vous de l'histoire. Vous allez entendre le général de Gaulle. Une nouvelle ère politique est en passe de s'ouvrir. Quand la 5e République est proclamée un mois plus tard à l'issue du référendum approuvant la nouvelle constitution, la guerre d'Algérie paraît sans issue. Le général de Gaulle décrit le Conseil des ministres et il dit « À ma droite, j'ai et j'aurai toujours André Malraux. La présence à mes côtés de cet ami génial, fervent des hautes destinées, me donne l'impression que par là je suis couvert du terre à terre. Quand le débat est grave, son fulgurant jugement m'aidera à dissiper les ombres. » Est-ce que vous vous souvenez justement de moments où vous avez donné votre jugement fulgurant, dit le général de Gaulle? Oui. Est-ce que vous pouvez m'en parler? En gros, l'Algérie. L'Algérie. Vous ne pouvez pas me dire en quelle occasion? Enfin, tout le monde sait Oui. très bien quelle était ma position sur l'Algérie et que moi je considérais que la France ne pourrait pas ne pas aboutir à l'accord avec l'Algérie. Avec la guerre d'Algérie, l'écrivain au pouvoir traverse une zone de turbulence. Au nom de la solidarité gouvernementale et de son ardente passion pour le général, il apprend à avaler des couleuvres politiques. Il oublie les engagements anticolonialistes de sa jeunesse. En 1960, sa fille Florence figure parmi les 121 signataires du manifeste pour le droit à l'insoumission pendant la guerre d'Algérie. Il coupe les ponts avec elle. Il fait passer sa vie d'homme public avant sa vie privée. Au contact du pouvoir, l'artiste va-t-il se brûler les mains? L'écrivain prend-il le risque de perdre son latin? Pour ne pas se priver de sa formidable caution intellectuelle, on lui offre un ministère sur mesure, celui des affaires culturelles, le premier du nom créé le 3 février 1959. Ses nombreux détracteurs ne lui donnent que quelques jours. Il est détesté, il l'a été par la gauche dès qu'il a été au Rassemblement du peuple français, cofondateur de ce mouvement en 1947 avec Charles de Gaulle. On l'a traité de Goebbels, d'un nouvel Hitler, ce sont des termes ignobles.
Malgré tout, il a été l'un des signataires de l'appel contre la torture en 1958 et on connaît son passé anticolonialiste. Donc, pour toute la droite qui considère que la Méditerranée traverse la France comme la Seine traverse Paris, il est évident que cet homme-là n'est pas un homme sûr. Et il y a ce mot assez connu que dira De Gaulle à Debré, qui est à l'époque le Premier ministre. Il va lui dire « faites quelque chose de Malraux, taillez pour lui un ministère des Affaires culturelles, il donnera du relief à votre gouvernement. » Cette idée que l'ami génial du général, il faut lui trouver une place. Et donc, à ce titre, on va créer un ministère pour lui, comme c'est un grand artiste, et qu'il avait déjà depuis juillet 58 la responsabilité du rayonnement de la culture française. Et ben, tout ça est cohérent, on va créer une sorte de ministère. Il aura un soutien très timide de la majorité gaulliste, qui finalement soutient Malraux plus par admiration pour l'homme de lettres, aussi par volonté de plaire au général, plutôt que par réelle conviction qu'une politique culturelle fait sens. Aux yeux de Michel Debré, le Premier ministre, Malraux passe pour un agité. Depuis toujours, il est attiré par ce qui relève du farfelu. Au sein du gouvernement, nombreux sont ceux qui le regardent comme un drôle d'oiseau. Au ministère des Affaires culturelles, il place quelques amis à des postes clés pour se protéger des pesanteurs administratives. Paradoxe, il ne veut pas entendre parler de son enfance, mais ses amis d'enfance comptent beaucoup pour lui. Pour l'intelligentsia française, qui dans les années 50 est quand même très liée au Parti communiste, soit directement, soit par hégémonie, Malraux est un traître. En réalité, par ses amitiés anciennes, par la conception qu'il se donne de la culture, on le tolère, et d'une certaine façon surtout, les opposants, de gauche entre guillemets, voire d'extrême gauche, travaillent avec ses collaborateurs. Monsieur Malraux, une première. La doctrine de la Ve République est de rendre présentes les œuvres les plus hautes de l'humanité, et d'abord de la France, au plus grand nombre possible de Français. Cette perspective nous permet de voir assez clairement comment doit s'ordonner la réorganisation des théâtres nationaux. Commençons par la Comédie Française. Le baptême du ministère des Affaires culturelles, c'est l'inauguration du Théâtre de France à l'Odéon le 21 octobre 1959. On y donne Tête d'or de Paul Claudel dans une mise en scène de Jean-Louis Barrault qui a fait date. Le mot « théâtre » fait son apparition sur l'agenda de nombreux ministres et le général lui-même ne manque pas de s'y rendre avec sa femme Yvonne pour assister au sacre du Malraux ministre. C'est en 1946 que la Constitution met l'accès à la culture au même niveau que l'accès à l'éducation et transforme ce qui était une politique de la liberté de l'art, où l'État devait s'interdire d'intervenir dans l'art parce que c'est une liberté qu'il faut protéger, qui est toujours la conception anglo-saxonne de la politique culturelle, laisser faire, organiser la liberté, donc protéger contre la censure, etc. En 1946, et dans la Constitution française, ça devient tout à fait autre chose, qui est l'obligation pour l'État d'organiser l'accès à la culture, donc de créer des équipements, des politiques qui démocratisent effectivement la culture. Le général de Gaulle est au pouvoir à l'époque, il ne faut pas oublier quand même. Même s'il n'est pas d'accord avec la Constitution de 1946, puisque ce n'est pas l'organisation des pouvoirs qu'il a voulu, il adhère quand même à cet esprit de 1946. Et Malraux s'inscrit totalement là-dedans, parce qu'encore une fois, c'est un homme du Front populaire. Et donc, le ministère est placé, c'est le premier qui met en œuvre cette politique. Donc oui, c'est un devoir d'État. Vous avez le droit d'exiger de l'État l'accès à la culture, comme vous avez le droit d'exiger de l'État l'accès à l'éducation. Il y avait un souffle aventurier. C'était des choses à bâtir. Et pas, comme c'est venu par la suite, totalement enfermé dans des catégories, dans des labels. Le ministère n'était pas technocratisé à cette époque. Vous aviez le vieux socle des beaux-arts et de l'éducation nationale, d'où sortaient un certain nombre de fonctionnaires du nouveau ministère de la Culture. Et puis il y avait la France d'outre-mer. Ça, c'était tout de même
Avec les indépendances, il y a eu tout à coup rentrée dans l'Hexagone de ces hauts fonctionnaires de la France d'outre-mer qui étaient souvent des personnages extrêmement intéressants, hors normes. Biasini, au premier rang d'entre eux, qui a été le porteur du projet des maisons de la culture, véritablement. Donc même si Malraux arrive finalement à créer ce ministère, à arracher quelques crédits, très modestes, il faut le noter, hein, les crédits du ministère, ce sera en moyenne entre 0,38 et 0,40% du budget de l'État, c'est-à-dire des sommes très faibles. Hein. Il y a cette formule très célèbre que Malraux utilise à l'Assemblée nationale. Il dit en 1966, il dit « mais ce que je vous demande, c'est 25 km d'autoroute », c'est-à-dire très peu en fait, quelques millions de francs de l'époque, quelques dizaines, centaines de millions de francs, c'est-à-dire pas grand-chose, et il a du mal à les obtenir. Dans le ministère Malraux, le patrimoine reste très bien doté sur le plan financier. Il y a une réhabilitation, si vous voulez, du XIXe siècle qui commence avec Malraux, et puis la création de la politique de l'inventaire. Donc là, l'inventaire étant un inventaire des richesses qui ne sont pas encore protégées monuments historiques, mais qui sont une espèce de réserve, en tout cas de choses qu'il faut conserver, inventorier, diffuser. Il y a aussi cette fameuse loi Malraux sur les quartiers sauvegardés, qui reflète bien d'ailleurs, là aussi, une orientation très importante de la politique du patrimoine, c'est-à-dire passer du monument à l'espace, passer du monument au quartier. Et ça, c'est un changement aussi de paradigme qui a été extrêmement important. Au ministère des Affaires culturelles, on se félicite du chemin parcouru dès les premières années de son existence. Le ravalement de Paris, décidé avant l'entrée en fonction du ministre, est mené à bien par ce dernier. Du côté du patrimoine, on n'avait pas vu une telle effervescence depuis Mérimée et Viollet-le-Duc. Les rénovations se succèdent, de nouveaux musées voient le jour. Un projet de sécurité sociale des artistes sculpteurs et graveurs est sur les rails. Pourtant, à 60 ans, celui pour qui la vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie, est bientôt rattrapé par ses drames intimes. Le 24 mai 1961, Vincent et Gauthier, ses deux fils, trouvent la mort dans un accident de voiture. Un coup du sort qui vient mettre sans dessus dessous son misérable tas de secrets, ainsi qu'il qualifiait sa vie personnelle. Il est quand même obsédé par la mort. Il y a de quoi. Son père s'est suicidé, sa belle-mère s'est suicidée, la mère de ses deux fils est morte brutalement en 1944 et ses deux fils vont mourir brutalement dans un accident dès le mois de mai 1961. Ce qui est un choc, un vrai choc et une vraie fracture dans sa vie pendant son temps de pouvoir. L'obsession de la mort est vraiment présente, très fortement dans son œuvre, depuis le début jusqu'à la fin. Depuis son premier roman, Les Conquérants, et encore plus dans celui qui suit, La Voie royale, 1930, dans la condition humaine, bien sûr, dans l'espoir, la mort est omniprésente. Non seulement elle est un sujet d'interrogation, si vous voulez, mais elle est aussi quelque chose qui l'accompagne concrètement. Donc il est allé chercher la certitude dans l'art. Comme l'a dit Clara Malraux, vous avez couru vers l'art comme si vous étiez en danger. C'était quelqu'un de très pudique, pour ne pas dire pudibond, enfin extrêmement farouche sur toutes les questions personnelles. Le temps qu'il vivait avec quelqu'un, oui, il lui était attaché, mais comment dire, pour reprendre une formulation qui lui était familière, ça ne le définissait pas, parce que c'était pas quelqu'un qui commentait sa vie. Les autres étaient quand même plutôt, très très souvent, des obstacles ou des inconvénients. Vous voyez, il s'est pas fait pour avoir des enfants, la vie lui en a donné, mais voilà. Ça ne faisait pas partie vraiment de ses préoccupations. Pour André Malraux, le danger trouve aussi son origine dans l'actualité. Le 7 février 1962, sa maison de Boulogne est plastiquée par l'OAS, organisation de l'armée secrète qui entend faire obstacle à l'indépendance de l'Algérie. Le même jour, une autre bombe explose rue Bonaparte à Paris, chez Jean-Paul Sartre. Le lendemain, la manifestation de Charonne contre l'OAS, interdite par le gouvernement, sera réprimée par le préfet de Paris, Maurice Papon, avec l'accord du général de Gaulle. Bilan, 9 morts.
Il faudra encore attendre quelques mois avant que la guerre ne s'achève avec l'indépendance de l'Algérie en juillet 1962. À la fin de l'année 1962, panique au musée du Louvre. La Joconde tiendra-t-elle le coup? Le ministre des Affaires culturelles a décidé qu'elle allait partir aux États-Unis à bord du paquebot France. André Malraux entend réaliser une prouesse géopolitique. La France vient de se doter de l'arme nucléaire, ce qui suscite de vives critiques outre-Atlantique. Comment réchauffer les relations diplomatiques? André Malraux est l'homme de la situation. En haut lieu, il n'a échappé à personne qu'il avait tapé dans l'œil de Jackie Kennedy, qui voit en lui un homme de la Renaissance. Le ministre des Affaires culturelles lui sort le grand jeu. Avec Mona Lisa, il va faire un tabac. 1 751 521 visiteurs admirent le tableau de Léonard de Vinci au Metropolitan Museum de New York. Léonard, en réalité, n'a pas fait le sourire en changeant, en rendant la bouche asymétrique. Il a fait le sourire parce qu'il donne des ombres, à peu près ici, qui sont des ombres dissemblables. Ce qui fait qu'il a, en effet, l'énigme et qu'il n'a pas la grimace. Parce que les contemporains qui ont essayé de faire moitié de la bouche dans un sens, moitié dans l'autre, sont tous arrivés à des grimaces. Pour lui, l'accès à l'art, c'est l'accès au grand art. Hein. Et il faut éduquer le peuple à distinguer entre le grand art et le reste, hein, qui ne mérite même pas le nom d'art, enfin, aux yeux de Malraux. Donc tout son effort est plutôt d'intégrer dans le grand art certains créateurs, certaines formes de création, jusque-là sous-estimées à son idée. Donc, si vous voulez, il se concentre plutôt sur, par exemple, pour citer un artiste dont l'intervention a fait beaucoup parler, pour intégrer Chagall dans la liste des grands créateurs et du grand art, et éventuellement l'imposer non sans difficulté au patrimoine, par exemple, lorsqu'il commande le plafond de l'opéra à Chagall et qui recouvre sans état d'âme le plafond hérité de la construction de Garnier, ça va faire une grande polémique au sein du patrimoine parce qu'on trouve que Chagall, ça vaut pas le reste, mais Malraux se délecte de ce genre de choses parce que lui, son ambition, c'est d'augmenter le panthéon du grand art. Sa biographie, c'est celle d'un autodidacte. Et ça, on ne dit pas assez. Parce qu'il a réussi son coup, c'est-à-dire qu'il a caché des origines dont il avait visiblement honte et une absence complète de légitimité universitaire. Il n'a aucun diplôme. C'est quand même très important. Mais cette culture, il se l'est faite lui-même. Les expositions, les musées, les lectures, et il éblouit d'emblée même André Gide. Alors qu'il est loin d'avoir bac plus 12, Malraux. Et ça, c'est important pour comprendre qu'il s'intéresse, à travers le mot culture, à l'accessibilité de tout ça. Il y a deux fonctions différentes dans le ministère, n'est-ce pas? Il y a d'une part ce qu'on peut faire. Or, ce qu'on peut faire, j'y attache une énorme importance. Ça ne m'est pas du tout égal d'avoir changé la couleur de Paris et surtout d'avoir transformé une ville triste en ville gaie. Ça ne m'est absolument pas égal de penser que nous ferons les maisons de la culture. Dans un univers qui, à mes yeux, est, comme vous le savez, un univers passablement absurde, il y a quelque chose qui n'est pas absurde, c'est ce qu'on peut faire pour les autres. Les maisons de la culture, c'est la carte d'identité du ministère des Affaires culturelles d'André Malraux. Objectif, rendre possible la démocratisation de la culture. Le concept de patriotisme culturel cher au général de Gaulle apporte encore de l'eau au moulin de Malraux. C'est un moyen pour la France de garder vaille que vaille sa place dans le concert des grandes puissances. Lors de l'inauguration de la Maison de la Culture de Bourges en 1965, le général n'y va pas de main morte pour couvrir de fleurs son génial ami. À cela, je suis convaincu que le ministre d'État chargé des affaires culturelles est l'homme le plus qualifié pour le faire, comme j'ai dit tout à l'heure qu'il était le plus qualifié pour comprendre, pour vouloir et pour faire connaître ce qui est l'esprit humain. Je vous remercie. Il y avait d'abord cette volonté décentralisatrice qui était très, très forte et à mon avis tout à fait justifiée dans des déserts artistiques
des provinces. Donc il y a ce croisement des deux préoccupations de Malraux, étendre sur l'ensemble du territoire la politique de démocratisation de l'art et créer des lieux où le choc fondateur entre l'art et son public va pouvoir se réaliser. Ça, c'est la théorie. C'était une aventure. D'abord, il fallait conquérir le pouvoir local à cette idée, enfin, amener les grands élus locaux à cette idée. Il y est arrivé quand même en partie, beaucoup plus aidé par la gauche que par la droite, ça c'est certain. Je dis que c'est une aventure dans le domaine de l'esprit, parce qu'il faut que l'on comprenne bien que le mot loisir devrait disparaître de notre vocabulaire commun. Oui, il faut que les gens aient des loisirs. Oui, il faut les aider à avoir les meilleurs loisirs du monde. Mais si la culture existe, ce n'est pas du tout pour que les gens s'amusent. Et ce qu'on appelle la culture, c'est l'ensemble des réponses mystérieuses que peut se faire un homme lorsqu'il regarde dans une glace ce qui sera son visage de mort. En face de la mort, il n'y a que ce qui résiste à la mort. En face des puissances de la nuit, il n'y a que l'immortalité. Pour des raisons assez mystérieuses, tous les gens qui sont ici ont compris que tantôt avec la douleur et tantôt avec le rire, ce qui avait survécu pendant les siècles était l'arme la meilleure que le monde puisse trouver contre ce qui était en train de le menacer. L'implantation de ces grosses maisons dans des villes, ça a pu être ressenti comme une institution lourde, trop officielle, etc. Mais en même temps, c'est à partir de là que ça a essaimé. C'est à partir de là qu'on a vu émerger toutes ces compagnies théâtrales, inventives, de jeunes équipes, qu'on a vu se développer des galeries d'art, qu'on a vu se développer les activités musicales aussi. Donc elles ont eu au moins ce mérite, je trouve qu'on pourrait au moins le leur reconnaître, de réveiller dans le public un appétit qui est incontestable, parce que je n'ai jamais vu des maisons de la culture vides. Le cœur de chaque maison, c'était quand même la salle de spectacle. C'est peut-être aussi ce qui a conduit en partie à la contestation des maisons, dans la mesure où la pluridisciplinarité, qui était une volonté affichée au départ, ne faisait pas une part égale à toutes les formes d'expression artistique. Les maisons de la culture sont des lieux où l'on crée. Ce ne sont pas des garages à spectacles, à expositions. Il y a une vraie possibilité, d'abord financière, de créer. C'est la grande différence avec la plupart des MJC. C'est la grande différence avec ce qui va suivre les maisons de la culture, où centres d'action culturelle, etc., auront beaucoup moins de moyens, voire parfois aucun, pour produire, dirait-on aujourd'hui, pour créer. Ici, les nôtres doivent enseigner aux enfants de cette ville ce qu'est la grandeur humaine et ce qu'ils peuvent aimer. Ensuite, l'université leur expliquera ce qu'est l'histoire. Mais il faut d'abord qu'existe l'amour, car après tout, dans toutes les formes d'amour, il ne naît pas des explications. La rupture avec l'éducation nationale, qui est une rupture doctrinale. Les professeurs n'ont rien à faire dans la transmission de l'art, et leur refus en même temps de reprendre les politiques d'éducation populaire qui avaient quand même été très développées et qui existaient, a finalement handicapé la réussite de son projet. Ce qui a eu lieu, c'est le soutien à la création. Ce qui a eu lieu, c'est la formation des professionnels, mais la démocratisation est un échec. Alors, c'est un échec qui va perdurer ensuite, parce que c'est pas si simple de réussir la démocratisation. Donc Malraux n'est pas le seul à avoir échoué sur ce terrain, mais il a échoué sur ce terrain par sa propre faute. Il n'a pas fait le lien alors avec ce qui était l'ambition du Front populaire, par exemple, et des gens issus de la résistance, qui était tout de même une éducation populaire dans toutes ses dimensions.
Ce sont deux mondes difficiles à, je n'ose pas dire réconcilier, mais à rapprocher véritablement. Alors peut-être que Malraux a pensé que c'était trop ambitieux de tisser ce lien-là, mais ça a manqué, et ça manque toujours. Pas d'intermédiaire entre l'œuvre d'art et celui qui la contemple, entre l'Olympia d'Édouard Manet et ses admirateurs toujours plus éblouis. Pour Malraux, le contact direct est la condition sine qua non pour que le choc esthétique conserve toute sa magie. Mais comment faire aimer les œuvres d'art à ceux qui n'ont pas la possibilité de les voir? Malraux a beau multiplier les événements artistiques, l'étincelle tant espérée ne surgit pas toujours. Dans son costume de ministre, le premier autodidacte de France n'arrive pas toujours à faire partager ni sa passion pour l'art, ni sa soif de savoir. Où en est l'écrivain à présent? Aurait-il tendance à disparaître derrière le ministre? Depuis plusieurs années déjà, il n'écrit plus que des discours dont des oraisons funèbres, flamboyantes. Tous les mois de mai, les fantômes de ses deux fils se rappellent à lui. Lentement, mais sûrement, il glisse dans la dépression et s'éloigne de son ministère. Ce que je veux est fou, ce que je peux est nul. Ainsi définit-il le mur contre lequel il manque de se heurter. Tout ça, c'est 65-66, et effectivement, après ça, il y a un triumvirat qui règne sur le ministère, et qui parque le ministre, le laisse écrire dans son coin, et ne le sort un peu que comme une marionnette de temps en temps, et puis quand même, de temps en temps, il reprend du poil de la bête, surtout avec les médicaments du docteur Bertagna, qui a quand même pu dire que dans les années où il l'a soigné, la lumière de l'esprit de Malraux n'a jamais vacillé. Cette dépression lui révélait à lui-même que sa vie ne lui convenait pas tellement. La vie de ministre, la vie officielle. Et en plus, sa vie personnelle ne le satisfaisait plus. Les enfants, il lui avaient été imposés par ses deux premières femmes. Déjà, il y en avait deux qui avaient disparu brutalement. Et il était aux antipodes de sa fille politiquement. Il s'entendait de moins en moins bien avec ma mère. Et il avait envie de tourner cette page. De Gaulle, alerté par d'autres fidèles, lui a en quelque sorte, non pas prescrit, mais lui a indiqué qu'il avait de grandes épreuves privées et il pouvait peut-être prendre un grand congé. Si l'on a pu croire que le ministre était en passe d'étouffer l'écrivain, le voyage vers l'extrême-orient de ses rêves va servir de cadre à sa renaissance en juin 1965. Les premières lignes de ses anti-mémoires sont rédigées au large de la Crète. Bientôt, les sirènes de l'histoire le rappellent à nouveau. La guerre du Vietnam atteint un point de non-retour avec le début des bombardements américains au nord du pays. Malraux envisage d'en changer le cours en discutant avec Mao Tse-tung. Cap sur la Chine. L'entretien dont il fait le récit dans ses anti-mémoires démarre sur les chapeaux de roue. Je suis très ému de me trouver assis aujourd'hui aux côtés du plus grand de tous les révolutionnaires depuis Lénine, lance Malraux. En renouant ainsi avec la littérature, ce beau parleur mégalomane se voit évoluer comme un personnage de roman. D'après les anti-mémoires, il aurait vu Malraux 3 heures, ils auraient parlé de tout. En fait, on sait, parce qu'on a eu le compte-rendu français, le compte-rendu chinois, qu'il l'a vu à peu près 1 heure. Alors, défalquer les moments de la traduction, c'est des inventions cohérentes, plausibles. C'est plausible qu'il ait vu Mao, et en effet, il l'a vu. De même que c'est plausible qu'il aurait été un des patrons de la résistance, ce qu'il n'a jamais été. Malraux n'a jamais fait de la résistance. Il le reconnaît lui-même, d'ailleurs, par écrit. Il dit qu'il a commencé à entrer dans la clandestinité en mars 1944. C'est très tardif, ça. Et puis, il y a aussi l'histoire, un embellissement pathétique et sanglant. Ce sont les blessures que Malraux s'attribue. Il n'a jamais été blessé, ni en Espagne, où il est resté 8 mois,
ni pendant la Résistance. Menteur, bluffeur, metteur en scène. Moi, je préfère fabulateur. Fabulateur qui... Et je pense que beaucoup de gens lui ont dit qu'il exagérait un petit peu. Et lui, il pensait, mais pourquoi pas? C'est-à-dire que chez lui, il y a une confusion du monde réel et du monde imaginaire. Peu à peu, la critique historique a fouillé pour dire, mais attendez, son enfance, il n'en parle pas, qu'est-ce que ça veut dire? Le grand-père qui se suicide, est-ce qu'il s'est vraiment suicidé? Est-ce qu'il a vraiment découvert les ruines du palais de la reine de Saba en Arabie? Qu'est-ce qu'il a vraiment fait dans la résistance? Bon. Mais d'une certaine façon, c'est une réussite romanesque. Entre la réalité et la fiction, pour Malraux, les frontières sont floues. Dans cet univers qu'il modèle à sa main, Malraux louvoie comme un chat, félin et filou à la fois, appréciant d'être caressé dans le sens du poil, mais bien déterminé à ne suivre que son propre chemin. Est-ce vraiment un hasard si Malraux apprécie tant la compagnie des chats? Moi, je ne fais pas de différence très sensible entre mes livres sur l'art et mes livres de fiction. D'ailleurs, le prochain, vous allez voir, peut être aussi bien mis dans le roman, dans les antimémoires ou dans les livres d'art, comme on voudra. En 1967, la publication des antimémoires marque la résurrection de l'écrivain et c'est un triomphe. 40 000 exemplaires vendus dès le premier jour et traduction en cours partout dans le monde. L'écrivain a sauvé sa peau, mais le ministre a du plomb dans l'aile. Il se coupe progressivement de son temps. Il se figure qu'il fait corps avec la grande histoire en multipliant les rencontres avec les grands de ce monde. Il en fait la collection comme d'autres les papillons. Les grands de ce monde, il en aimait la compagnie. Il ne venait pas... il ne la recherchait pas absolument pour elle-même. Il se sentait, au contraire, élevé par des personnages extraordinaires quand il les jugeait tels. Et à ce moment-là, que s'engageait, ou un dialogue, en tout cas quelque chose qui ressemble à un dialogue. Rien n'est plus important dans l'histoire du monde que de faire partie des gens qui ont été capables de dire non. Le plus grand personnage de l'histoire du monde, c'est Antigone. Le monde de la culture respecte André Malraux, encore une fois, c'est un immense écrivain, c'est quelqu'un qui aurait pu avoir le Nobel si Albert Camus ne l'avait pas eu à sa place. Donc c'est quelqu'un quand même qui est respecté pour son talent. Et en même temps, le ralliement au gaullisme va le couper de toute une partie du monde intellectuel qui est plutôt proche du Parti communiste ou en tout cas de la gauche française. Donc là, il y a un désaccord politique fondamental. Il y a des gens qui disent comment expliquer qu'un grand écrivain comme Malraux se perde dans ce mysticisme de la France auprès d'un type comme le général de Gaulle. Tout cela est impossible. Donc il va y avoir un divorce progressif. Et plus Malraux reste au ministère, plus le régime gaulliste est critiqué, évidemment, plus il va subir lui aussi de manière collatérale le divorce entre le gaullisme et la gauche intellectuelle, et en tout cas le monde intellectuel et artistique. Signe avant-coureur de ce divorce, il y a d'abord eu en 1965 l'interdiction de la religieuse de Jacques Rivette par le ministère de l'Information au nom de la défense et de la dignité des femmes et des religieuses. Une censure qu'André Malraux ne parvient pas à empêcher et qui lui vaudra cette lettre ouverte au ministre de la Culture, signée Jean-Luc Godard. « Comment diable pourriez-vous m'entendre, André Malraux, moi qui vous téléphone de l'extérieur, d'un pays lointain, la France libre. » Déconner comme jamais agent technique. Plus de sonalité à ça. Et même un violon. Non, mais même c'est entre même au public. En 1966, avec l'affaire des paravents de Jean Genet mise en scène par Roger Blin, Malraux est attaqué sur son flanc droit. Cette pièce de théâtre ravive les plaies encore brûlantes de la guerre d'Algérie. Bagarres, manifestations, pétitions. À l'Odéon,
les représentations ne peuvent se tenir sans la protection d'un service d'ordre impressionnant. Malraux assiste à la dernière représentation le 29 avril 1966, après avoir pris la défense des créateurs à l'Assemblée nationale avec des phrases qui ont surpris les députés. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond qu'un débat dans cette enceinte. C'est de savoir où la poésie prend ses racines. Or, vous n'en savez rien, et moi non plus. Et je reprends ce que j'ai déjà dit. La liberté n'a pas toujours les mains propres, mais il faut choisir la liberté. En février 1968, l'éviction de Henri Langlois de la Cinémathèque déclenche une tourmente dans le monde du cinéma. Le ministre veut remplacer le grand Manitou de la Cinémathèque dont la gestion est contestée. Il devra revenir sur sa décision face à la colère des cinéphiles et des cinéastes de la nouvelle vague qui ont fait leurs armes sur les bancs de cette institution. Cette répétition générale des événements du mois de mai place André Malraux en face de ses propres contradictions. Malraux, l'agitateur culturel, va-t-il en découdre avec Malraux, ministre? L'écrivain risque-t-il d'être broyé par la politique, coupé de son temps? Mai 68, qu'est-ce que c'est? C'est l'intrusion de nouvelles cultures minoritaires pour dire il n'y a pas qu'une seule culture française, il y a plusieurs cultures françaises différentes et l'État ne peut pas imposer une définition de la culture. Et tout ça va exactement à l'encontre du projet malrussien. Malraux, c'est quelqu'un qui veut unifier la France par sa culture, par son héritage, par sa création contemporaine. Malraux ne comprend pas du tout 68. Sa réaction face à 68 montre à quel point il est lâché sur le plan politique. Sa réaction à son ministère. Cette façon qu'il a de penser que, par exemple, la Joconde est menacée, il mobilise son ministère pour défendre les chefs-d'œuvre du Louvre. Il ne voit pas du tout arriver ce problème. Il ne sait pas où sont les vrais enjeux culturels de mai 68, donc il n'anticipe rien et il se trompe en permanence sur la bonne manière de réagir. Le clou de mai 68 dans sa version gaulliste, c'est la manifestation du 30 mai qui entend prouver que le général de Gaulle n'est pas seul. Malraux ne peut manquer de lui renouveler sa fidélité. On lui tire dessus de toutes parts, même dans son propre camp. On le suspecte d'avoir casé ses cocos dans les maisons de la culture. On l'éloigne des micros, craignant que des paroles malheureuses ne lui échappent. Comme Malraux, le général de Gaulle adore frôler le précipice. Nouveau référendum. La bagarre électorale redonne des ailes à Malraux qui se porte au secours de son grand homme. Vous voterez oui pour qu'il sache qu'il peut compter sur vous. Et aussi, car nous savons, n'est-ce pas, ce qui se prépare pour la nuit du référendum, au cas où elle serait un peu grave. Et aussi, pour que ses adversaires sachent que s'ils veulent recommencer les défilés de mai, nous sommes prêts à recommencer les Champs-Élysées. Le général de Gaulle a perdu. Alors que le référendum ne concernait que des changements institutionnels, il a mis tout son poids dans la balance et il démissionne le 28 avril 1969. Malraux expédie les affaires courantes et lui emboîte le pas le 20 juin. Hors de question qu'il siège dans un autre gouvernement que celui de son héros. Les deux hommes se revoient au mois de décembre. Leur conversation donnera lieu à un livre, Des chaînes qu'on abat, la plus belle interview imaginaire d'André Malraux. Mieux encore qu'avec Mao. Le 12 novembre 1970, André Malraux se rend aux funérailles du général en compagnie d'un autre écrivain, Romain Gary, qui a enfilé son plus bel uniforme de compagnon de la Libération. Le général de Gaulle glisse dans l'univers farfelu d'André Malraux. Je crois qu'il avait un chien à Colombais, mais on ne le voyait pas. Alors que le chat gris-gris était un lutin. Il faisait partie de la maison, et d'ailleurs le général en parle à plusieurs reprises avec cette phrase si étonnante quand je lui dis où en êtes-vous avec les chats, et qui me répond ils n'ont pas peur de moi. On sait que tous les artistes qui sont entrés en politique le font au péril de leur œuvre. Donc d'une certaine manière, André Malraux
encourt ce risque lui aussi. Il est en permanence confronté à un triple défi, son rapport à la mort, son rapport à l'œuvre, à son œuvre qui l'inquiète, et enfin son rapport à l'action politique. Et cette tentation qu'il a, d'un côté, d'être dans la lumière, de rencontrer les grands de ce monde, d'être un proche du général, une tentation très forte chez Malraux, et en même temps, évidemment, la solitude et l'isolement de l'homme de culture, de l'écrivain, qui, lui, ne dialogue que pour sa postérité, et non pas pour le monde contemporain. Malraux n'apprécie guère d'être éloigné du pouvoir. La nostalgie des dorures de la République serait-elle plus enivrante que le souvenir amer des couleuvres politiques ? Au dernier acte de sa vie, il se projette dans l'avenir avec des accents prophétiques. Esprit religieux sans la foi, tel qu'il se qualifie, agnostique depuis toujours, mais assoiffé de transcendance, il est obsédé par la fin de la civilisation. Il y a une fibre prophétique dont il n'est pas l'inventeur d'ailleurs dans la littérature française, parce qu'il est l'héritier d'une tradition dans laquelle on peut compter Lamartine, mais surtout Victor Hugo, Michelet aussi. Et Victor Hugo et Michelet étaient des figures tutélaires pour Malraux, des auteurs très très importants. Chateaubriand aussi, d'une certaine manière, donc vous voyez, des romantiques. Donc Malraux est un post-romantique en quelque sorte. Il devait parfois sentir qu'il y avait dans ce qu'il pensait ou dans ce qu'il disait quelque chose de prophétique, même s'il s'en défendait. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ajouterais que Sophie de Villemorin m'a dit à plusieurs reprises que Malraux était souvent habité de pressentiments, et qu'il avait l'intuition, le pressentiment que ceci ou cela allait se produire. Et elle me disait avec humour qu'à chaque fois c'était faux, il se trompait. On a des textes où il dit on m'a prêté la prophétie, le 21e siècle sera religieux ou mystique ou ne sera pas, mais c'est absurde. Et il a même dit à des interlocuteurs, je n'ai jamais dit ça, ce serait une prédiction de sorcière, je n'en sais rien. Ça, il l'a dit, il y a des enregistrements, des textes qui ont été transcrits, donc les documents sont tout à fait indéniables. Et je pense qu'à la réflexion, il pensait que c'était une mauvaise formule, précisément parce que pour lui, c'était l'inverse qui était vrai. C'est-à-dire qu'un événement spirituel, et ça il l'écrit dans son dernier livre, L'homme précaire et la littérature, à la toute dernière page, il écrit, je le cite textuellement, « Les événements spirituels capitaux ont récusé toute prévision ». L'appel de l'histoire est irrésistible. En février 1972, il répond à l'invitation de Richard Nixon qui s'apprête à rencontrer Mao Tse-tung. En Occident, Malraux est désormais le spécialiste numéro 1 du grand timonier. Il tenait à parler avec quelqu'un qui connaissait Mao et il n'y a pas plus. En juillet 1973, le voilà au Bangladesh. 2 ans plus tôt, il avait envisagé de prendre la tête d'une brigade de volontaires pour se porter au secours de ce pays. Quand il arrive sur place, plus besoin de se bagarrer, le Pakistan a reconnu sa défaite et accepté l'indépendance du Bangladesh après l'intervention des forces armées indiennes. Cette guerre civile a fait 3 millions de morts et 8 à 10 millions de réfugiés en Inde. J'embrasse la pauvreté sur un seul visage. Ne pouvant pas embrasser tout le monde, j'embrasse le Bangladesh sur un seul visage. Est-ce que vous avez fait connaître votre opinion au chef du gouvernement indien et au chef du gouvernement du Bangladesh? Oui. Et quelle a été la réaction? Oh, je ne demande pas de réaction sur des choses d'une telle importance. On me demande mon avis, je le donne et je ne demande pas de réponse. Mais c'est l'écrivain qui donne son avis. C'est un tout. À plus de 70 ans, André Malraux vient de tenter une nouvelle fois de renouer avec ses engagements de jeunesse. S'il n'a plus la naïveté de penser qu'il va sauver le monde, il ne désespère pas d'influer sur le cours des choses comme pendant la guerre civile espagnole en 1936. De loin sa plus éclatante prouesse comme homme d'action et comme artiste, où il fut complètement synchrone avec son temps. Son unique long métrage, Sierra de Teruel, adapté de son roman L'Espoir, est tourné in extremis à Barcelone pendant la débâcle des forces républicaines, préfigurant le chaos de la Deuxième Guerre mondiale.
Et c'est encore l'Espagne franquiste qui, en septembre 1975, fait l'unanimité contre elle chez les intellectuels français. Aux côtés de celles d'Yves Montand et de beaucoup d'autres, les signatures d'André Malraux, de Jean-Paul Sartre et de Louis Aragon figurent au bas d'une pétition dénonçant 11 exécutions capitales prononcées à Barcelone, Burgos et Madrid. Au soir de leur vie, les trois frères ennemis de l'engagement des intellectuels en France se retrouvent dans le même camp. C'est l'intellectuel parfait, parce qu'il est allé au plus haut dans le domaine de la reconnaissance esthétique, par le roman, au plus haut de la reconnaissance intellectuelle, pensait-on, ses livres sur l'art, et qu'enfin, il a pris position, Front populaire, il s'est engagé, guerre d'Espagne, il s'est réengagé, alors maintenant on le sait un peu tardivement, dans la résistance, et puis il accède au pouvoir d'État. C'est extrêmement rare, ce n'est pas arrivé à Aragon, etc. Donc on peut dire que c'est un parcours, là si on a une conception de journaliste sportif, un parcours sans faute. Je vois un personnage totalement hors du commun, avec un talent, des talents extraordinaires. Je ne dirais pas du génie. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire le génie? Enfin, comme disait Sartre, le génie c'est comme la postérité, hein, ça ne veut rien dire. C'est sa façon qu'il a de tout faire en même temps et de faire plusieurs choses très très bien. Reste une énigme métaphysique qui préoccupe André Malraux jusqu'à la fin. Où va le monde? Que fait l'homme sur Terre? Que va-t-il se passer? Quand il disparaît, le 23 novembre 1976, aucune de ces questions que sa passion pour l'art a encore aiguisées n'a trouvé de réponse. Où sont les objectifs de la civilisation moderne? Quand on nous dit que c'est la société de consommation, d'abord c'est pas vrai, parce que la société de consommation n'a jamais été un objectif de civilisation, elle est un résultat. Bon, dans le capitalisme, où sont les valeurs fondamentales? Alors, probablement que nous touchons un problème autrement vaste que le début de notre conversation, qui est, nous sommes la première civilisation sans valeur suprême. Et ça, c'est pas rien. La civilisation est menacée. Ah, nous sommes des bons complices. Voilà. Alors, vous cachez chez Gaza. Au revoir, monsieur.